Parfaitement vôtre. Il y a évidemment les bactériophages, mais il y a une alternative. C'est le clos Vougeot. N'est-ce pas, au problème de la vie. Et, c'est vrai que l'alcool, ça guérit beaucoup de choses. L'alcool peut tuer des bactéries, mais avec modération évidemment. Olivier Pouls, l'histoire du clos Vougeot est intéressante. Oui, parce que c'est véritablement un lieu, c'est un terroir, c'est une vigne, je vais en parler dans un instant, mais c'est surtout aussi un lieu extrêmement symbolique encore aujourd'hui de la Bourgogne. Et on pourrait même dire que c'est un petit peu le point de départ de ce qu'est la Bourgogne viticole contemporaine. Il faut savoir que dès l'Antiquité, il y avait des vignes qui étaient plantées en Bourgogne, mais en 92, un certain empereur Domitien avait pris une résolution, avait pris un décret, et il avait ordonné que toutes les vignes qui n'étaient pas en Italie soient arrachées en grande partie, parce qu'il voulait pas faire de la concurrence aux vignes italiennes, et le vignoble de Bourgogne, à ce moment-là, a en partie disparu. Alors, il faut avancer un petit peu dans le temps et arriver à la création de la fameuse abbaye de Cîteaux, en 1098, très importante, puisqu'à l'époque, les moines, évidemment, ils font de la prière, mais ils se nourrissent et ils boivent, et ils produisent du vin. Et l'abbaye de Cîteaux reçoit un certain nombre de terres en Côte d'Or, et ils vont y planter de la vigne. De là va naître, comme je le disais, une grande partie du vignoble moderne de la Bourgogne. Et afin de bénéficier d'un lieu pour pouvoir vinifier ces raisins, ils édifient un vaste bâtiment qui est aujourd'hui connu sous le nom de Cellier de Vougeot. On est en 1164, et ce bâtiment, il est situé entre deux communes qui vont peut-être vous dire quelque chose, entre Vonne-Romanée et Chambol-Musigny. Qui sont quand même deux très grandes appellations bourguignonnes. Donc on est vraiment. J'ai vu des bouteilles dans la cave de Stéphane. Romanée-Conti, c'est quoi exactement? J'ai vu une caisse de ça. Oui, ça vient des princes de Conti. Ah, c'est ça. Si vous avez ça, je veux bien être invité. Alors, un petit peu plus tard. Il faut qu'on ait un événement à fêter, vous voyez. Écoutez, moi je vous apporterai du Clos Vougeot. Oui. Et puis nous boirons une de vos bouteilles de Romanée-Conti. C'est un bon deal. Et vous verrez que ça a un sens, parce que je vais y venir. Une petite relation entre les deux. Et alors donc au XVIe siècle, un château est construit à cet endroit-là, un château de style Renaissance qu'on peut toujours visiter aujourd'hui, et qui est le siège de la confrérie des chevaliers du Tastevin. Ah, c'est quoi ce truc? C'est un truc un peu bizarre, ça. C'est une confrérie qui est née dans les années 30 pour célébrer et promouvoir les vins de Bourgogne. Je crois qu'il y a à peu près 15 000 membres un peu partout dans le monde, donc on peut s'y faire introniser. Et quand c'est la franc-maçonnerie du Bourgogne, quoi. Oui, si on veut, mais... Moi, j'ai été intronisé. Voilà, regardez des gens comme Stéphane ou d'autres. Il faut être une célébrité, quoi. Parce que vous l'êtes toujours la veille où vous présidez les hospices de Beaune. Oui, parce que vous avez présidé les hospices de Beaune aussi. Oui, moi, on n'a pas encore demandé à Mathieu, peut-être qu'on peut passer le message. Il serait très, très fier, je pense, de m'avoir. Oui, mais bon, non, il y a plein de gens qui sont intronisés, qui ne sont pas des célébrités. La seule chose, c'est qu'il faut s'engager à faire la promotion des vins de Bourgogne. Ah, bah ça, je sais que ça ne dérange pas. Oui, à longueur de journée. Alors, il faut savoir que donc, autour de ce fameux château du Clos Vougeot qu'on visite aujourd'hui, va se développer un vignoble très important. Il devient en 1330 un clos, c'est-à-dire qu'on va l'entourer de murs. Et c'est une pratique qui se fait assez souvent en Bourgogne, et les clos en Bourgogne. Parce que ça veut dire qu'on ne veut plus s'étendre après, c'est ennuyeux. Voilà, mais surtout, ça permet de délimiter la qualité d'un terroir qu'on a identifié. C'est de privilégier la qualité à la quantité. Exactement. Et ça, c'est très important, parce que on sait que le pape Clément VI, qui était un pape d'Avignon, était grand amateur de ce vin. Et pour lui plaire, les moines vont faire quelque chose qui va être très important pour la Bourgogne. Ils vont subdiviser le clos en 3 parties pour faire 3 cuvées. La cuvée du pape, la meilleure, la cuvée du roi et la cuvée des moines. Et en fait, ça, c'est le début d'un phénomène qui va se développer au fil des siècles et qui va amener finalement au moment de la naissance des appellations d'origine contrôlée à la création des crus et des climats de Bourgogne, aujourd'hui reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec cette fameuse hiérarchie village, premier cru, grand cru. Ah, ça vient de là. Donc village, c'est pour les moines. Si on veut, village, c'est pour les moines, le premier cru, c'est pour le roi, et le grand cru, ce serait pour les papes, en quelque sorte. Et le Châteauneuf du pape, c'est ça aussi? Alors ça, c'est autre chose, parce que ça, dans la même région, là. Est-ce que c'est pour le pape aussi, appellation. Oui, il y a une relation, puisque c'est à côté d'Avignon, le Châteauneuf du pape. Alors, pour avancer dans l'histoire du Clos Vougeot, au lendemain de la Révolution, il devient la propriété d'un banquier, Gabriel Julien Ouvrard,
qui acquiert également la Romanée Conti, figurez-vous. Il est aussi à ce moment-là... Il a fait un bon move immobilier. Et oui. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? La crise du phylloxéra, une baisse des rendements. Et figurez-vous qu'en 1887, quand ses héritiers veulent vendre le Clos Vougeot, ils ne trouvent pas d'acquéreur. Personne n'en veut. Parce qu'à l'époque, le phylloxéra fait des ravages et il est de plus en plus difficile d'y produire du vin. Il va être acheté 2 ans plus tard par une quinzaine de négociants de la région. Et là, c'est le début de quelque chose qui est très important pour le Clos Vougeot, c'est qu'il va être morcelé parce qu'ils vont se le partager. Mais c'est tout petit déjà. Alors ça fait une cinquantaine d'hectares. Une cinquantaine d'hectares qui aujourd'hui est partagée en à peu près 80 producteurs différents. Ah bon? Ah oui, et donc il y en a qui ont vraiment des tout petits morceaux. Et parmi ceux-ci, il y avait un certain Étienne Camuset qui a été propriétaire du château du Clos Vougeot, qui a fait quelque chose de tout à fait remarquable. En 1944, il a offert ce Clos Vougeot à la confrérie des Chevaliers du Testevin. C'est aujourd'hui leur siège. Et puis, évidemment, Étienne Camuset a cédé ses vignes par la suite et ça a mené à la création d'un autre domaine qui s'appelle le domaine Méot-Camuset, le rassemblement du domaine Jean Méot et de la famille Camuset. Et aujourd'hui, c'est encore un des domaines majeurs de la production de Clos Vougeot avec une cuvée emblématique qu'on ouvrira ensemble, mon cher Stéphane, je vous le promets. Olivier, pour les auditeurs qui n'ont pas accès, comme vous, la confrérie du Testevin, des Chevaliers du Testevin. Combien ça coûte une bouteille qui viendrait du Clos de Vougeot? Le Clos de Vougeot, c'est un grand cru, donc tout ce clos qui aujourd'hui est toujours entouré de murs, les 50 hectares, permet de produire du grand cru. Comme je vous l'ai dit, il y a 80 producteurs. On va dire que les moins chers des Clos Vougeot se tournent autour de 120 euros. Et les plus chers montent beaucoup plus haut. C'est le summum, ça reste aujourd'hui le summum. Alors c'est le plus grand des grands crus de Bourgogne, mais ça reste aujourd'hui l'élite de la production bourguignonne. Eh bien, merci, très agréable. Olivier. C'est très agréable, on l'a bien noté. Vous n'avez pas démérité de votre titre de chevalier du Testevin, mon cher Stéphane, bravo. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes et toutes vos histoires de recettes sur le site europe1.fr.